Bonjour à toutes et à tous. Et bonne reprise puisqu'on reprend après 2 semaines de pause. Pour certains, j'ai l'occasion d'aller voir d'autres parlementaires dans d'autres pays. Pour ce qui me concernait, c'était l'Italie, où j'ai pris froid en voulant aller à Lampedusa. Mais bon. Aujourd'hui, nous ouvrons nos travaux avec l'audition de Mathieu Delouvrier, qui représente l'Institut Paul Delouvrier, dont le baromètre annuel sur les services publics vus par les Français et les usagers se trouve au cœur de notre sujet. Je vous remercie, Monsieur Delouvrier, d'être rendu disponible pour partager avec nous les enseignements de ce baromètre qui existe depuis 2004 et qui dresse année après année un panorama de l'opinion des Françaises et des Français sur l'action de l'État. Je rappelle que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo accessible en direct pourra être consulté en VOD sur le site du Sénat. Je voudrais, à l'intention de Monsieur Delouvrier et puis des 2 administrateurs de votre institut qui vous accompagnent, Chantal Jourdan et Guy Smatnout. Merci. Je précise que le cycle d'audition que nous inaugurons cet après-midi se poursuivra jusqu'en juillet et sera complété par des déplacements sur le terrain. Je crois qu'il y en a un qui est déjà en cours de préparation. Et notre rapport, assorti de recommandations, devra être rendu public en septembre. Dès la réunion constitutive de cette mission, le 8 avril, nous avons souhaité, avec Nadège Havet, qui est la rapporteure pour cette mission, de mettre l'accent sur les enjeux d'égalité entre les personnes et entre les territoires que recouvre l'accès aux services publics. Comme le souligne l'intitulé de notre mission, notre objectif est de parvenir à renforcer et rénover les liens de confiance entre les administrations et les usagers. Monsieur Delouvrier, je vous donne la parole. Vous nous la rendrez, je pense. Et après que Nadège Havet, rapporteur de notre commission, de notre mission, aura tenu un propos liminaire. Et après votre propos, mes collègues vous poseront ou vous poseront pas un certain nombre de questions. J'espère qu'elles seront nombreuses et que l'échange sera fructueux. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe aux remerciements du Président. L'analyse du baromètre des services publics, l'Institut Delouvrier réalise chaque année, en fait. Pourriez-vous tout d'abord nous rappeler rapidement la méthodologie que vous utilisez sur cette enquête et le partenariat qui vous lie à la Direction interministérielle de la transformation publique? Ce baromètre, il existe depuis 2004, comme l'a rappelé le Président. Que nous enseigne-t-il sur l'évolution du regard des Français et des usagers sur les services publics au cours des 20 dernières années? Que nous enseigne-t-il sur les attentes actuelles des Français et des usagers en matière de services publics, et plus particulièrement en fait en ce qui concerne l'accès aux services publics? Quels sont les services publics qui ont le plus ou le moins progressé d'après votre baromètre, et pourquoi l'opinion générale sur les services publics reste-t-elle plutôt médiocre? On est à chaque fois en dessous de 50% d'avis favorables. Donc, après toutes ces questions auxquelles vous saurez nous apporter moult réponses, il y aura probablement d'autres questions. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci infiniment de votre invitation et de nous donner l'opportunité à l'Institut Paul Delouvrier de pouvoir vous présenter le baromètre qui, vous l'avez rappelé, a été créé en 2004. Et nous allons essayer de répondre à un certain nombre de vos questions, bien évidemment, pas forcément toutes. Mais
On va commencer par un point de vue un peu plus méthodologique. Lorsque en 2004, l'Institut a décidé de créer ce baromètre, on a réfléchi sur la façon de le faire. Je dois vous dire qu'à cette époque-là, on n'a pas eu que des réponses favorables à une telle initiative. On nous a dit, mais pourquoi interroger les usagers? Est-ce vraiment utile? Il faudrait mieux interroger les fonctionnaires. À ça, on a répondu, les deux ne sont pas incompatibles. Mais donc, on avait dans l'idée que un outil comme celui-là pourrait permettre d'effectuer un levier, en fait, sur la modernisation de l'action publique en France, qui est au cœur de l'activité de l'Institut Paul Delouvrier, dont je vous rappelle que c'est une institution indépendante et sans but lucratif. Et on est vraiment dans la cible de notre objectif, de l'objectif de l'Institut. On a travaillé sur comment faire un instrument comme celui-là. On a retenu un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est celui de la simplicité. On veut discuter des résultats, on veut discuter de la température, on ne veut pas discuter du thermomètre, ou pas trop. Donc, on a regardé un certain nombre d'expériences dans d'autres pays, comme en Suède ou aux États-Unis, où des outils extrêmement sophistiqués ont été mis en place. On s'est dit que là, on ne s'en sortirait pas. On passerait notre temps à parler de questions méthodologiques. Donc, on est revenu sur des choses assez simples, donc par voie de sondage, avec des réponses qui sont je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait. L'intérêt de ce type de réponse, c'est que, notamment, cela permet une symétrie dans le traitement des différents services publics et une comparaison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement comparer sur des bases de comptabilité analytique l'éducation nationale et la justice. En revanche, on peut comparer, savoir si un service satisfait ses usagers ou l'autre le fait. Donc, l'homogénéité horizontale nous a intéressés parce qu'on avait évidemment remarqué qu'il y a une demande de comparaison chez les décideurs des institutions publiques. Et puis, cette homogénéité verticale aussi qui permet de descendre en entonnoir, ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Et l'un des éléments aussi, au-delà de la simplicité qui nous importait, c'était d'apporter une hiérarchie à ce que l'on étudiait. On trouvait que dans les différentes analyses, tout était un peu mis sur le même plan et qu'il était important de savoir ce qui était important pour l'usager. Et que le décideur public trouverait intéressant d'avoir un outil qui permette d'avoir une telle hiérarchisation. Sur le périmètre du baromètre, nous avons pris pour parti de nous attacher aux services qui sont apparentés dans l'esprit des gens à l'action de l'État. Donc, les services étudiés sont des services qui n'ont pas une nature commerciale. La définition des services et du rôle de l'État dans ces services est un peu molle dans la mesure où certains services sont non seulement tributaires de l'action de l'État, mais aussi des collectivités territoriales et d'un certain autre nombre d'intervenants. Mais nous n'avons pas voulu compliquer la chose. On s'est attaché, on a retenu ces 9 services que vous voyez ici, les agences d'aide au retour à l'emploi, l'éducation nationale, la santé publique, sécurité sociale, police, gendarmerie, justice, les centres des impôts, la fiscalité, les services publics du logement et l'environnement. Et ces 9 secteurs correspondent d'ailleurs au domaine que les Français considèrent comme étant les actions prioritaires de l'État. Donc, lorsque nous avons commencé à travailler, donc coucher les principes du baromètre, nous avons pris contact avec les services de l'État de l'époque, qui était le secrétariat d'État à la réforme de l'État, je pense, en 2004.
Et ils nous ont dit, écoutez, nous, on est intéressés par un outil comme celui-là. D'ailleurs, on voudrait bien le mettre en œuvre. Et à cela, on a répondu, bah, écoutez, très bien, mais c'est d'autant plus crédible que c'est une personne extérieure qui vient essayer d'analyser les choses et qui, normalement, ne devrait pas avoir de biais dans l'analyse. Ce qu'on essaye de respecter dans notre démarche. Donc, notre relation aujourd'hui avec la DITP est tirée de là. Depuis 2004, nous avons toujours coopéré avec les institutions en charge de la réforme de l'État, de la modernisation de l'État, de la transformation publique. Et nous les avons suivis dans leurs différentes hospices et différents lieux de travail. Donc, comme je disais, le baromètre, la méthode, donc on procède par sondage et nous ne sommes pas sondeurs. Donc, nous avons retenu des instituts de sondage. Les premiers qui ont été retenus, c'est BVA. On a changé au bout de 10 ans en prenant Kantar et Verian. Et là, l'année dernière, on a remis le travail, je dirais, en concurrence. On a remis en cause le travail que l'on fait parce qu'il est intéressant de se reposer des questions à terme régulier, même si on essaye de sauvegarder jalousement la cohérence et le côté barométrique de l'outil. Parce que si on le change tous les ans, après, ça devient très, très difficile de l'utiliser. L'approche que nous avons retenue est donc une approche que je disais tout à l'heure en entonnoir. On va parler aux Français, on retient un échantillon de 2500 Français, et on va leur demander quelles sont leurs priorités de l'action publique. Et on va leur demander s'ils ont une bonne ou une mauvaise opinion de ces différents services publics. C'est une chose. Ensuite, on va recruter parmi ces Français des usagers de ces différents services. Et on va leur dire, vous nous avez dit votre opinion, maintenant c'est en tant qu'usager. Est-ce que vous êtes globalement satisfait des services que vous avez eus lors de vos interactions avec la justice ou la police et la gendarmerie. Et puis, on descend d'un cran, on dit, dans tel service, quelles sont vos attentes prioritaires? Est-ce que c'est la qualité du service? Est-ce que c'est la rapidité des démarches? Donc, là aussi, on hiérarchise quelles sont les attentes prioritaires. Et la dernière question que l'on pose dans ce baromètre, c'est de dire, vous nous avez dit que dans le domaine de la santé, votre attente prioritaire, c'était la qualité des soins reçus. Est-ce que finalement, vous avez été satisfait en tant qu'usager sur cette attente prioritaire-là? Donc ça, c'est le côté barométrique que l'on maintient depuis 2004. On a ajouté, on va en parler, on a ajouté quelques questions concernant, on essaye d'évaluer le coût des services ou l'appréciation que les Français ou que les usagers peuvent avoir des coûts des services, parce qu'on peut éventuellement être très très satisfait d'un service, mais qui vous ruine définitivement. Donc il faut mettre peut-être les moyens en balance, ce qui est une chose qui n'est pas facile à faire. Donc ici, il y a des éléments plus précis sur la méthodologie donnée par Toluna Harris Interactive sur la dernière vague qui a eu lieu du 20 décembre au 7 janvier. On a un échantillon donc représentatif de la population française de 2625 personnes, et vous avez tous les sous-échantillons des différents services, des usagers des différents services. La méthode retenue, donc on reprend les statistiques d'INSEE et on redresse les échantillons pour être sûr qu'ils correspondent et qu'ils soient représentatifs de la population française. Alors, vous en parliez tout à l'heure, et c'est la diapositive d'introduction et peut-être celle de conclusion. Donc ici, vous avez de manière hyper résumée
deux indicateurs qui sont effectivement la satisfaction globale moyenne sur les services étudiés et l'opinion moyenne des Français. Donc la satisfaction, je répète, je vous rappelle, c'est celle des usagers et l'opinion, c'est celle des Français. Donc vous voyez 32 points de différence entre ces deux chiffres, ce qui nous paraît très important. Ce qui paraît important à tout le monde. Et notre suggestion depuis pas mal de temps est qu'il faut il faut essayer de s'employer à justifier cette différence. Quelques pistes que nous avons jetées ici, c'est que les usagers ont une vision fondée sur l'expérience, alors que le français, le citoyen, a une vision qui est assez désincarnée du service. C'est-à-dire qu'on peut être mécontent de l'hôpital, on ne sera pas du médecin ou de l'infirmière qui vous a soigné la dernière fois que vous avez été. Il y a aussi un sentiment de privilège lorsqu'on est usager, parce que finalement, beaucoup de ces services ne coûtent pas, alors que pour le français, lui, il va voir que peut-être ça coûte de l'argent. Il va aussi voir, le français, peut-être des éléments de nature politique. Lorsqu'on lui parle de l'hôpital ou de l'emploi, il peut avoir une vision sur les politiques d'emploi, alors que si vous êtes usager de France Travail, le contenu politique n'est plus du tout le même. Donc il y a un certain nombre de pistes qui montrent qu'il n'est pas illogique qu'il y ait une vraie différence entre la satisfaction et l'opinion, mais ça n'empêche qu'il doit y avoir probablement des études à faire et peut-être une nouvelle communication à adopter pour essayer de rapprocher ces deux grandeurs. Et un point que je voulais faire, si on regarde de façon très macro le baromètre, la notion de service public entre 2004, là on a pris les chiffres de 2005 et maintenant c'est en 2022, a totalement changé. En 2005-2004, au milieu des années 2000, les services publics sont principalement des entreprises publiques. La Poste, SNCF, EDF. Il y avait même France Télécom à l'époque. Bon, aujourd'hui, vous voyez que la seule qui subsiste au-delà de 10% des citations effectuées, c'est la Poste. Et la Poste est passée de plus de la moitié des citations à 13% des citations. Donc on est dans un monde qui a quand même beaucoup changé. La vision des services publics dans l'esprit des citoyens se recentre peut-être un peu plus vers le régalien. Ce qui est notable aussi dans cette liste, c'est de voir à quel point la sécurité sociale a monté dans la hiérarchie de ce que les gens considèrent comme service public. Ce qui est marrant, c'est que le premier, c'est le service des impôts. Oui, donc on est vraiment dans le régalien. Ouais. Alors, je vais essayer de vous présenter notre baromètre. 20 ans de données, ce sont des millions de données. Donc, vous m'avez demandé gentiment de faire court, mais je pense qu'on pourrait y passer la journée. Alors, je vais essayer je ne vais pas vous ennuyer, mais il y a ces graphiques qu'on va essayer de rendre un peu plus clairs. Ce que l'on voit, la priorité, les domaines prioritaires pour les Français en ce qui concerne l'action de l'État, le premier a été pendant très longtemps l'emploi. Et ce que l'on voit, c'est que depuis 2012, ça n'a fait que baisser. Pour que l'emploi en 2024 soit la 5e priorité. Ce que l'on voit, c'est entre 2023 et 2024, il y a un petit redressement. Est-ce que cette tendance se poursuivra l'année prochaine? À voir. Est-ce qu'il y a un changement de tendance ou pas? Mais ce que l'on constate, et c'est vraiment très marquant ici, c'est une baisse de l'emploi. Il y a 3 services qui montent de manière assez structurelle. La santé et les 2 services que sont la police et la gendarmerie, ainsi que la justice, qui, depuis le milieu des années 2000,
monte de manière assez constante. On peut peut-être dire que la police a atteint son niveau stabilisé peut-être depuis 2016. Mais enfin, ce sont les trois domaines qui montrent une augmentation en termes de priorité très importante. Un petit point sur aujourd'hui les domaines prioritaires pour les Français. Si on regarde par région, en fait, on a une assez grande homogénéité. On a toujours la santé publique quasiment en tête partout, et éducation nationale et justice. Il y a quelques petites particularités. Donc, c'est une question assez homogène. Si on allait regarder les classes d'âge, on aurait des choses un petit peu différentes, la santé étant plus importante pour les plus âgés, naturellement. Pas très surprenant. Je vous ai parlé du coût d'un essai d'évaluation de la perception du coût. Donc, on a fait plusieurs tentatives. Et on suit aujourd'hui cette courbe qui est assez intéressante, où on demande aux Français de choisir entre deux hypothèses. La première, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer le niveau des impôts, quitte à réduire les prestations, ou alors est-ce que vous voulez améliorer les impôts, les prestations, quitte à augmenter le niveau des impôts. Et on voit ici des courbes qui sont assez volatiles, en fait. Ce qui est intéressant à noter, ce que beaucoup de journalistes appellent le ras-le-bol fiscal, on sent qu'il y a une demande sous-jacente de services publics qui est importante, mais lorsque le niveau perçu des impôts est très élevé, alors c'est ça qui prime. Donc là, je pense qu'on a une vision qui est assez intéressante de cet arbitrage. Et on voit ici que l'amélioration des prestations fournies trouve de meilleurs scores en Île-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voulais l'expliquer. Alors, pour être parfaitement clair, il faudrait qu'on ait des échantillons. On serait ravis d'aller plus fin dans l'analyse, notamment régionalement, parce qu'on sait qu'il y a des différences régionales. On l'a constaté à de multiples reprises. Mais vous avez des régions pour lesquelles on a des échantillons qui ne sont pas suffisamment importants pour avoir des résultats significatifs. Donc, sur la base de 2500 Français, on trouve assez vite sa limite, si vous voulez. Si on voulait analyser sur les résultats en Île-de-France, il faudrait qu'on parle de... Quoique l'Île-de-France, ce n'est pas forcément un problème, parce que c'est là où on a les échantillons les plus élevés. Mais en PACA, si on voulait voir quelles étaient les classes d'âge, les catégories socio-professionnelles, on se retrouverait confronté à un problème de significativité statistique des résultats. Et on est sur un échantillonnage en métropole. Oui. Oui. Alors, on a beaucoup réfléchi au sujet. Enfin, on a beaucoup réfléchi. Au départ, sur la méthode était l'interview téléphonique. On est passé à l'interview en ligne récemment, en 2014. On est passé à l'interview en ligne, et on ne peut pas, en Guadeloupe, Martinique, on ne peut pas avoir des échantillons convenables. Il faut prendre un autre mode de recueil des informations. Et là, on sort immédiatement à un problème budgétaire. C'est aussi simple que ça. Je voulais vous remontrer cette question aussi, on tourne toujours autour du coût. Avec laquelle de ces trois affirmations suivantes êtes-vous le plus d'accord? Il est possible d'améliorer la qualité des prestations des services tout en conservant
le niveau des impôts. Il est possible d'améliorer la qualité de prestations des services publics tout en baissant le niveau des impôts. Ou alors, il est impossible d'améliorer la qualité des prestations de services publics sans augmenter le niveau des impôts. Vous voyez que si on additionne les deux premières, on a 81% des réponses. Cette question, on l'a posée à plusieurs reprises au cours de ces 20 dernières années. On a des résultats qui sont toujours voisins de cela. Donc le message ici, c'est que les Français nous disent on peut améliorer la qualité des services publics sans avoir à augmenter les impôts, à minima. Je vais accélérer un peu. Alors, là, vous avez une répartition. On a vu que l'opinion moyenne des Français était de 45%. Là, vous avez la hiérarchie entre les différents services étudiés. Et vous voyez que le service qui a la meilleure opinion, et depuis assez longtemps, c'est la police et la gendarmerie. Et on a en dernier la justice, l'emploi et les agences de retour à l'emploi. Alors maintenant, on a recruté des usagers et on a étudié le mode d'accès. Vous parliez tout à l'heure de mode d'accès. C'est une question très importante et très intéressante. Je pense que c'est aujourd'hui, avec la multiplicité des accès, ça devient un véritable défi pour les acteurs du service public. Mais on a vécu une réelle transformation sur ces 20 ans. C'est-à-dire on n'accède plus du tout au service public en moyenne aujourd'hui, comme on y accédait dans les années 2000. Vous voyez ici, il y a une période, la première période où on est encore avec le physique et un peu le téléphone. Vous avez une deuxième période où la moitié des services, grosso modo, se mettent à l'Internet. Et la troisième période, depuis 2019, tous les services ont comme mode de contact privilégié Internet, mis à part la police et la gendarmerie. L'école, on y va en vrai, mais quand on interagit avec elle, on interagit beaucoup avec Internet. Alors ce qu'il y a, c'est que non, la question de la télééducation n'est pas étudiée là. Les échantillons, d'ailleurs, les personnes qui sont interviewées sont des enfants au-delà de 15 ans. Hein. Ouais. Donc, les parents, peut-être. On passe par note. Derrière l'école, vous mettez quoi? Derrière l'éducation nationale, c'est plus l'interaction avec les professeurs et l'administration. C'est pas l'éducation elle-même. On est d'accord. Alors, ici, donc on est avec les usagers et on parle de satisfaction. Il y a 3 services qui aujourd'hui sont à des niveaux de satisfaction élevés, qui sont la fiscalité et la collecte des impôts, la sécurité sociale, la police et la gendarmerie, qui avaient bien augmenté dans les années 2000 et qui restent à un niveau de satisfaction élevé. Vous avez... pardon, je ne suis pas dans le bon sens. Il y a 2 services qui ont fait un rattrapage considérable, qui sont les agences de retour à l'emploi et la lutte contre le chômage, ainsi que la justice. Vous voyez que si on est en 2014 pour l'emploi et la lutte contre le chômage, vous avez un taux de satisfaction qui est autour de 37%. Et aujourd'hui, on est à 77%. C'est plus 40 points en une dizaine d'années. C'est absolument considérable. Et enfin, le troisième groupe, c'est ceux qui
dont la satisfaction s'affaiblit, je dirais, de manière tendancielle depuis le début du baromètre, qui sont la santé publique et l'éducation nationale, alors que c'était au début des années 2000 deux services qui étaient dans les premières places systématiquement. J'ai voulu aussi vous montrer cette diapositive qui est une façon légèrement différente de regarder les choses. C'est ce qu'on appelle la satisfaction globale renforcée. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le total des satisfaits, on va regarder uniquement ceux qui s'estiment très satisfaits et ceux qui s'estiment très mécontents. Et on va comparer les deux. Et je voudrais que vous regardiez d'abord ce qui est intéressant, c'est qu'entre la deuxième colonne, c'est 2022. Je suis désolé, c'est un petit peu petit. La deuxième colonne, la colonne du milieu, c'est 2022. Et la colonne la plus à gauche, qui est le différentiel entre les très satisfaits et très mécontents, c'est celle de 2024. Il y a eu un progrès considérable sur cette satisfaction renforcée. Maintenant, si on remonte beaucoup plus loin, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même des mouvements très importants. Et je reviens sur la santé publique, où au début du baromètre, on avait une différence sur cette satisfaction renforcée de 30 points. Ça veut dire que vraiment les gens s'exprimaient très fortement et positivement pour la santé, et que ce 30 points est devenu 8 et maintenant 12 concernant la santé publique. Donc, et le baromètre montre depuis pas mal de temps ce tassement au niveau de la santé publique, ainsi que l'éducation, avec des choses un peu plus nuancées concernant l'éducation. Dans toutes vos... Pardon, je vous interromps. Non. En fait, y a-t-il une corrélation entre les baisses, que ce soit sur la santé publique ou l'éducation nationale, par rapport à l'année de bascule où on voit dans votre graphique où on n'est plus passé sur du physique mais sur l'ordinateur? Ma réponse est probablement oui, mais on n'en a pas fait la démonstration. Je ne peux pas vous dire je peux pas vous affirmer qu'il y a un lien de causalité. Mais probablement oui. Il semble que on pourrait estimer. On pourrait se dire qu'on a une première phase de dégradation de la satisfaction qui est peut-être liée à la difficulté de mise en place de tous ces outils. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, on pourrait dire, deux périodes. Vous avez plutôt une période de tassement de la satisfaction et plutôt une période d'amélioration de la satisfaction. À mesure que les nouveaux outils et modes d'accès aux services publics sont mis en œuvre et que les services sont mieux rodés, la satisfaction s'améliore. Il est clair qu'en ce qui concerne la fiscalité et la collecte des impôts, la mise en ligne des déclarations a eu un impact sur la satisfaction des usagers des impôts, c'est-à-dire des contribuables. Et je pense que l'effet sur le service public de l'emploi, c'est, pour être une ancienne de leur service, c'est en fait la mise en place du conseiller référent. C'est possible. Voilà, où les personnes ont une personne à qui s'adresser. Alors ça peut être par Internet, hein, mais elles savent à qui elles s'adressent. C'est possible. Alors, comme ce serait, compte tenu du temps, je voudrais vous montrer, pour chacun des services publics, on a une étude détaillée. Donc là, on revient sur le mode d'accès. La première question que l'on pose aux usagers, c'est comment avez-vous accédé au service? Par Internet, par un contact physique, par téléphone, etc. Donc, on voit très très bien les changements de mode d'accès au service, ce qui est très intéressant. La santé, on voit qu'au début du baromètre, la santé est effectivement un secteur d'excellence. C'est-à-dire que la santé surperforme la moyenne
à la fois pour l'opinion et à la fois pour la satisfaction, et qu'aujourd'hui, la santé est un service moyen, rejoint la moyenne. Alors, je vous parlais tout à l'heure des attentes prioritaires. Voilà, en ce qui concerne la santé, les attentes prioritaires qui sont listées. La qualité des soins reçus, la rapidité d'accès aux examens médicaux, l'accès et la gratuité des soins médicaux pour tous, être bien informé de son état de santé, des différentes possibilités de soins, la proximité géographique des établissements de soins, la qualité de l'accueil des malades et des familles, la rapidité à prendre en compte vos demandes, le coût représenté par les soins pour l'ensemble de la société, la qualité et l'efficacité des services administratifs et enfin la simplicité et la transparence des démarches. Donc, ces attentes-là, pour revenir sur un point méthodologique, ce n'est pas une question ouverte, c'est une question fermée. Nous les avons déterminées. Et l'une des raisons pour laquelle on a remis en concurrence où on a refait des consultations pour les instituts de sondage, à cette occasion-là, on a retesté la pertinence de ces attentes. Et pour certains domaines, on a introduit de nouvelles attentes. Par exemple, pour la santé, en 2015, la dernière que vous voyez mal, mais qui s'appelle la simplicité et transparence des démarches, a été introduite parce que ça nous semblait être une dimension qui pouvait être susceptible d'être une attente importante. Bon, il s'avère que ce n'est pas une attente qui a pris beaucoup de dimensions dans la hiérarchie des usagers de la santé, mais pour d'autres domaines, on a rajouté quelques attentes qui se sont avérées pertinentes, surtout pour les domaines qui sont en grand changement, comme l'environnement, et choses comme ça. Mais là, vous avez, ce qui est intéressant dans le cadre de la santé, vous avez une obligation de résultat. Alors, cette obligation de résultat baisse, parce que vous aviez 31% des citations en 2014, vous avez aujourd'hui 20%. Alors peut-être que la deuxième rapidité d'accès aux examens et soins médicaux, enfin ça baisse aussi, mais vous avez là une obligation de résultat, alors que certains services ont plus des obligations de moyens dans les attentes prioritaires, ou même certains ont des attentes citoyennes. Par exemple, dans le cadre du logement, les citoyens ont longtemps placé en tête le fait de pouvoir recevoir des opportunités de logement de manière équitable, quel que soit le territoire sur lequel on se situe. C'était une particularité très spécifique du domaine du logement. Et là, la particularité de la santé, c'est obligation de résultat. Et si on revient sur la question du coût, vous vous apercevez que le coût, franchement, est une dimension qui n'est pas très, très importante. Et enfin, la dernière question barométrique, c'est vous nous avez dit que la qualité des soins reçus était une priorité. Est-ce que vous en êtes satisfait? Donc, en montant à 2021, on était à 82%. Aujourd'hui, on est à 77% de satisfaction. On était à 84% en 2018. Donc là, c'est un élément qui se tasse. Et la rapidité d'accès aux examens, qui est la priorité numéro 2, un taux de satisfaction de 52% uniquement, ce qui est un taux de satisfaction faible. Donc, dans le domaine de la santé, bien sûr qu'il faut préserver la qualité des soins, parce que si elle baisse, ça impactera la satisfaction globale, générale des usagers de la santé. Mais si on voulait améliorer la satisfaction générale, tout en préservant la qualité des soins reçus, si on améliorait la rapidité d'accès aux examens, ça aurait très probablement un impact positif significatif sur la satisfaction des usagers de la santé. Et pourtant, depuis 2 ans, ça augmente. Si on regarde... Oui, mais on est à des niveaux faibles. On est à un taux de satisfaction. Lorsque l'on publie le baromètre, il est médiatisé. Il a été pendant assez longtemps médiatisé par voie de radio. Aujourd'hui, là, on a eu un article dans les Échos et dans le Figaro.
Mais dans une émission de radio qui était ouverte aux auditeurs, il y a un auditeur qui a dit « Mais fantastique, le taux de satisfaction est supérieur à 50%. » Ben non, quand on parle de taux de satisfaction, un taux de satisfaction satisfaisant. D'ailleurs, on a posé la question aux Français, on a ces statistiques-là, c'est ce qu'on appelle le taux de satisfaction attendu. Quel serait pour vous un taux de satisfaction raisonnable pour tel ou tel service? Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on demande un taux de satisfaction plus faible pour les impôts que celui qu'on demande pour la santé, ce qui semble assez logique. Mais on est entre 70 et 75%. Donc ça, c'est un taux de satisfaction qu'il faut absolument avoir. Donc là, pour la rapidité d'accès aux examens, qui est quelque chose que les usagers de la santé nous ont dit comme assez prioritaire, puisque c'est la deuxième attente prioritaire pour eux, ben on a un taux de satisfaction qui n'est pas très bon. Voilà. Bon, en résumé, la satisfaction, deux périodes, une période de décroissance, une période de remontée moyenne avec, ce qui est intéressant, une convergence aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais ici, il y a un rattrapage de la justice et de l'emploi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie convergence des niveaux de satisfaction. Je reviens sur la question du coût et des impôts, donc des Français qui nous dressent le message que finalement on paye suffisamment d'impôts et qu'il y a des marges de progression de la qualité des prestations reçues avec la pression fiscale telle qu'elle existe. Et je reviens sur cette diapositive résumée qui résume les évolutions et les écarts constatés par le baromètre et qui ouvre la discussion sur cette question de la satisfaction et de l'opinion. Merci. Merci à vous. C'est curieux, dans vos usagers, c'est écrit population, si je lis bien, population plus âgée et féminine dans les constats par rapport à la satisfaction moyenne. Oui. Oui, les instituts les statistiques que l'on a des interviewés, il y a plus de femmes usagées que d'hommes. Je ne sais pas. Modestement, je ne peux pas vous donner la réponse. Et ça veut aussi dire que les femmes sont donc plus optimistes ou plus favorables. Elles s'occupent des dossiers. C'est elles qui s'occupent des dossiers. Oui, prise de rendez-vous, c'est possible. Et qui veulent bien prendre le temps de répondre. Bien, merci beaucoup, Monsieur Louvrier. Béatrice. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est très intéressante. Ma question était tout simplement, il y a des maisons France Service ou d'autres maisons qui regroupent des services actuellement et qui ont vu le jour dans les années 2020, 2020, qui continuent à voir le jour. Est-ce que vous pensez que ça a eu une incidence sur la perception des gens sur la qualité des services, sachant que les quelques services qui ne rentrent pas dans les maisons France Service, sont, comme la santé, comme l'éducation nationale, sont plus en faibles que les autres. Mais c'était un constat qui n'est peut-être pas le bon. Voilà. Merci. Comme je vous disais en préliminaire, on a des millions et des millions de données. On a posé des questions sur France Service. Et si ma mémoire est bonne, les résultats sont très positifs sur l'expérience de France Service, avec des taux de satisfaction de l'utilisation France Service qui sont élevés et plus de demandes. Marie-Pierre. Merci, Président. Moi, j'ai deux questions par rapport à l'échantillonnage. Vous avez fait après un focus sur les régions. Est-ce que l'échantillonnage dans les régions est identique pour toutes les régions? Est-ce que vous avez envisagé de descendre au niveau des départements? Parce qu'il y a des sujets qui sont notamment portés par les collectivités départementales. Quand je vois la région Centre-Val de Loire dans laquelle nous sommes tous les deux, on est assez étonnés par rapport au pourcentage et ce que l'on vit, comme vivent nos habitants sur le territoire.
Et ensuite, en ce qui concerne la santé, j'ai regardé tout en haut, vous ne restez que sur l'hôpital public, le SAMU, etc. Ce n'est pas les soins, ce n'est pas la santé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la désertification médicale et ce que vivent nos concitoyens. Je voudrais avoir des précisions, être bien sûr que quand vous mettez la santé, ce n'est pas toute la santé. La question de sélection, au cours de ces 2 dernières années, avez-vous eu recours pour vous personnellement ou pour l'un de vos proches aux services de santé publique, c'est-à-dire hôpitaux publics, services d'urgence ou SAMU? Vous avez raison, c'est pas toute la santé. C'est tout à fait vrai. Sur les questions d'échantillonnage, on a 2500 Français représentatifs de la France. Donc, on n'a pas... Lorsqu'on va dans une région, on va avoir un échantillon qui ne sera pas représentatif de celui de la région. On part d'un échantillon. Il se trouve qu'on aura un garçon de 18 ans, une femme de 60 ans, un CSP. On aura plus que de CSP+, qu'ailleurs. Mais donc, ce n'est pas pertinent. L'analyse a ses limites. Il faudrait recréer des sous-échantillons représentatifs de la population de la région. Et alors, je ne vous parle pas du département, parce que, évidemment, si vous rendez la maille plus serrée, il faut multiplier les échantillons. Et là, on ne parle plus de... je pense qu'avec 100 000 personnes, on pourrait couvrir la France, des régions. Si on veut aller au niveau des départements, pas 100 000, peut-être 40 000, mais si on veut couvrir les départements, il faut multiplier les échantillons. Mais c'est très intéressant. C'est sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que là, vous avez un référent national. Bon, très bien. Voilà, c'est la moyenne des Français. Il est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans telle région par rapport à telle autre région. Est-ce qu'on a le même taux de satisfaction parce que l'action doit être déclinée en fonction de ces analyses-là. Et ça réclame des moyens beaucoup plus importants que l'Institut ne peut avoir aujourd'hui. Simplement, comme je n'ai pas pu pouvoir tout lire, les pompiers, vous les classez dans quoi? Les pompiers, ils ne sont pas analysés. Ils ne sont pas analysés. Police, gendarmerie. Bien, pourtant, c'est un service qui va réagir d'ici l'automne. Oui, moi je pense que ici on est en pleine phase de dématérialisation forcée des services publics et l'attente prioritaire c'est de passer du 100% numérique ou 100% accessible finalement pour beaucoup. Moi je m'interroge justement sur les réponses qui sont absentes de l'enquête, à savoir les réponses de celles et ceux qui n'ont pas accès à l'informatique et qui sont complètement éloignés du numérique. Parce qu'aujourd'hui, finalement, chaque fois qu'on enquête, on enquête de façon informatique, on ne fait plus de porte-à-porte, des choses comme ça. Et la difficulté, c'est quand même les gens qui sont complètement éloignés du numérique, dans un monde où, justement, c'est compliqué pour ceux qui... On a toujours l'impression d'être en transition numérique, quoi. En période de transition, c'est compliqué parce qu'on est en période de transition. Mais il y a des gens qui vont jamais prendre le chemin en route et qui seront toujours, finalement, complètement éloignés. Pour un public âgé, fragile, handicapé, je ne suis pas certain qu'on ait dans ces réponses-là ce genre de public qui a répondu. C'est une question qu'on pose souvent. La réponse des sondeurs est de dire que il y a une frange de la population qui s'exclut d'elle-même. Et ça, c'est pas le numérique, ça marchait aussi pour le téléphone et l'adressage, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne veulent pas participer. Donc, ça, c'est une partie qu'on n'aura pas. Ceux qui sont exclus du numérique parce qu'ils ne sont pas en mesure de
contrôler l'outil. On a fait des tests. On a testé. Quand on est passé du téléphone au numérique, on a pris la moitié de l'échantillon au téléphone, l'autre moitié au numérique. Pour regarder, et donc c'était en 2015, pour regarder si on avait une rupture de logique et de chronologie, de cohérence, une rupture de cohérence dans nos résultats. On n'en a pas trouvé. Donc, la réponse des sondeurs et des analystes est de dire oui, il y a un problème d'accès, il faut trouver moyen à des gens qui sont à mobilité réduite d'accéder, mais on n'aura pas des résultats foncièrement différents que ceux que l'on donne en termes de satisfaction, et peut-être qu'il faut regarder en termes d'accès si on a tous les accès possibles pour ces gens-là. Voilà, mais sur les priorités, sur l'opinion, sur la satisfaction, on n'aura pas des résultats foncièrement décalés par rapport à ceux que l'on a. Alors peut-être je me trompe en écoutant vos propos, mais j'ai l'impression qu'en fait, dans les chiffres que vous nous avez présentés, finalement, il y a une certaine forme de stabilité entre 2004 et aujourd'hui, puisqu'on passe de satisfaction des usagers de 73 à 77, avec des inflexions, et à l'égard des différents services de 40 à 45, malgré toutes les réformes, malgré les crises qu'il y a pu avoir, malgré les économies, etc. Alors, moi, j'ai une question qui est peut-être un peu provocatrice. Je pense que si cette mission a été créée, et d'ailleurs le titre de la mission est tout à fait clair, c'est accès, c'est la mission, c'est faciliter l'accès et restaurer le lien de confiance. Et je pense qu'autour de cette table, si nous avons voulu être là, c'est parce que nous avons fait le constat dans nos territoires qu'il y avait effectivement des interrogations sur cela. Alors, comment est-ce que vous expliquez que finalement, les chiffres que vous nous présentez pose la question de savoir si nous avons bien fait d'avoir une mission telle que celle-ci, puisqu'il y a finalement une certaine stabilité au fil du temps. Si vous me permettez, oui, si on prend l'année de départ et l'année de fin, vous avez raison. Mais il y a une histoire entre ces deux limites. Qui montre qu'il y a une détérioration, puisqu'on a eu un taux moyen qui est descendu à 67% en 2014, et que par satisfaction, et que 67%, c'est pas un taux qui doit nous satisfaire, nous. C'est un taux relativement faible, et qu'il y a eu une remontée. Donc, je pense que l'histoire que nous montrons, c'est qu'il y a probablement eu un choc sur les services publics, qui est le choc du passage au digital, que peut-être qu'il y a une certaine désorganisation au départ, et peut-être qu'il y a eu un rattrapage. Donc c'est pas, il y a une histoire mouvementée, c'est pas une stabilité, tout va bien. Et puis, à l'intérieur de cette moyenne, il faut quand même aller voir les histoires particulières. Il y a un gain de 40 points des agences de l'emploi. C'est extraordinaire. Enfin, c'est un résultat très, très important. Il y a un tassement sur la santé et l'éducation, qui sont deux services importants, primordiaux, et sur lesquels il faut peut-être se poser un certain nombre de questions. Et donc, je crois qu'il a, si l'on veut progresser, il faut quand même étudier et regarder comment on peut faire monter. Il y avait quand même la santé et l'éducation étaient au-delà de 80% au début, hein. Donc des taux de satisfaction qui sont bons. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un taux de satisfaction moyen supérieur à 80%? Pourquoi est-ce qu'on se satisfait de 77%? Alors, je pense qu'il faut analyser un peu dans le détail. Il faut regarder les signaux faibles
faible fort. Notamment ce qu'on appelle ce que j'ai appelé la satisfaction renforcée, quand vous voyez qu'il y a une baisse très significative des très satisfaits, même s'ils se versent dans les satisfaits, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose, réagir? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures à prendre? Et puis, il y a l'analyse plus fine en termes de catégories. Est-ce qu'on satisfait toutes les catégories? On a eu une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on a ce baromètre, on l'a décliné. D'abord, on entretient plusieurs baromètres. On a un baromètre sur l'environnement, en partenariat avec la Caisse des dépôts, et aussi avec le logement, avec des sur-échantillonnages dans le domaine de logement pour aller plus loin dans le questionnement sur les bailleurs sociaux notamment. Mais une année, on a fait une étude avec la NCT sur les quartiers prioritaires de la ville. Et là, on a changé de méthode. On a été obligé de revenir au téléphone parce que pour constituer les échantillons par informatique, par Internet, c'était trop coûteux, trop difficile. Et on s'aperçoit que là aussi, il y a des disparités. Il y a des taux de satisfaction qui ne sont pas les mêmes sur les mêmes sujets. On voit que la police et la gendarmerie, pour des raisons qu'on peut peut-être comprendre, dans ces quartiers-là, n'a pas les mêmes scores que dans les campagnes. Donc la moyenne, oui, mais je pense que la moyenne s'est rétablie grâce au rétablissement. La moyenne a été conservée grâce au rétablissement de deux secteurs d'activité qui étaient sous-performants. Et qu'il faut garder dans le détail les mesures que l'on peut faire pour s'améliorer. Et je reviens sur la question aussi qui est probablement au centre aussi pour vous, qui est celle de la gestion de ce que l'on doit faire et de combien ça coûte. Tout en préservant le taux de satisfaction maximum. Pas énorme. Et combien ça coûte? Aujourd'hui, on est obligé de faire très attention, quoi. Dans les communes rurales. Et dans les communes rurales, en plus, qui plus est, notamment le France Service, le mettre à disposition. Chez nous, on a commencé à le faire avec des cars, pour permettre que ces France Service se déplacent dans nos tout petits territoires, dans des communes de 50, 100, 200 habitants. Et dans ce que disait Monsieur Delouvrier, c'est sûr que l'étude qui est faite aujourd'hui, chez moi, dans le département, il y a énormément de gens encore qui n'ont pas accès à l'informatique et qui n'ont pas accès au réseau. C'est-à-dire que c'est intéressant de lire ce qu'on lit là, mais il faut bien se dire qu'on est peut-être en dessous de la vérité encore. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'informatique, qui ne veulent pas y toucher, vous savez, qui sont... Et puis, je dis, les toutes petites communes, et encore, moi, le Loir-et-Cher, c'est 260 000 habitants, mais si vous allez à côté de chez nous, dans l'Inde, et si vous allez dans la Creuse, on est à 100 000, 120 000. Vous imaginez, c'est des dizaines de communes à 50, 80 habitants. Mais par contre, il faut continuer, parce que France Service est une bonne chose. La santé est un véritable drame. Par chez nous, la santé est un véritable drame. J'ai une fille médecin, quand je lui en parle... Et je lui dis, écoute, il va falloir t'installer un peu, ma fille, dans les zones déshéritées. Certainement pas. Je lui dis, attends, on t'a permis de faire des études quand même. On t'a payé des études. Il faudrait quand même que tu te poses cette question. Donc c'est un vrai drame, quoi. Maintenant, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un peu cette lecture, là, aujourd'hui. Est-ce que je
peux rebondir juste un mot sur ce que vous disiez, merci de l'évoquer. On a aussi, c'était aussi avec la NCT, on a réussi à grossir les échantillons et essayer d'avoir un point de vue sur les communes très peu denses, et puis après de monter, on a des résultats par catégorie de communes. C'est vrai que il y a un sentiment, parce qu'on a posé la question, est-ce que vous pensez que l'offre de services publics a augmenté ou diminué ces dernières années dans votre région? Et quand on parle aux communes les moins denses, on a évidemment, très, très, très majoritairement, une réponse, on pense que ça a diminué. Et on a des taux de satisfaction qui sont moins élevés. C'est vrai dans les communes très peu denses. Mais là aussi, on se heurte assez rapidement à des tailles d'échantillons. Donc, on a une limite de l'analyse que l'on peut effectuer. Mais vous avez raison. Et l'accès aux services dans les communes très peu denses, c'est un sujet. C'est un sujet, puis par rapport aux communes rurales, aux petites communes rurales, le gros problème, c'est qu'on était... Enfin, moi, je suis des années 50, j'ai 75 ans. On était une génération où on s'occupait de nos parents. Et la génération d'aujourd'hui ne s'occupe plus des parents. On s'occupait des parents, on s'occupait des voisins. Et aujourd'hui, on laisse tomber dans nos communes. Enfin, je ne sais pas chez vous, dans la petite commune, mais les parents, on s'en occupe de moins en moins, pour beaucoup. Puis les voisins, on s'en occupe plus. Donc ces gens-là sont complètement abandonnés, quoi. Et c'est vrai qu'il faut au moins que l'État, demain matin, les départements, parce que ça ne pourra pas être que l'État. Il faudra trouver l'argent, mais il faudra forcément que les départements, c'est l'État aussi, mais il faudra forcément qu'on mette des choses en place. Mais on peut mettre des choses en place par ingéniosité, je pense. Vous savez, moi j'étais chef d'entreprise, j'avais une centaine de gars. Je peux vous dire que j'ai mis des choses en place chez moi avec les compagnons, à travers l'intéressement, la participation, l'abondement, où les types ils se battaient, quoi, pour l'entreprise. Et je pense que dans nos territoires, il faut qu'on trouve un peu d'ingéniosité pour qu'on puisse faciliter les transmissions dans l'entreprise, quoi. Enfin, dans l'entreprise. Dans la manière où les gens peuvent y vivre et continuer à y vivre. Oui, merci. Moi, ça m'évoque quelques remarques. Il y a beaucoup de chiffres, en effet, il faut les mettre en relief et puis avec peut-être avec des césures temporelles qui peuvent peut-être s'expliquer comme vous l'avez. Il faut les digérer, voilà. Moi, on a parlé d'électronisme. Je pense aussi, alors ça ne se traduit pas, mais c'est une problématique, je pense, lorsqu'on rencontre sur le terrain, c'est un certain renoncement aux droits, voilà, de nos concitoyens. Et moi, je suis très inquiète du renoncement aux droits, d'ailleurs, parce que ceux qui s'excluent, qui disent c'est trop compliqué, c'est pas accessible, faut passer, c'est dématérialisé, parce que la dématérialisation... Certes, je pense qu'il y a eu un choc pour certains qu'il a fallu là aussi digérer, mais elle s'est aussi accompagnée de disparition de centres de proximité. Moi, je pense au centre de sécurité sociale. Chez nous, pour aller à la sécurité sociale, on ne sait plus où la trouver. Donc, je pense qu'il y a un effet renoncement au droit pour une certaine catégorie de notre population. Et à mon avis, c'est extrêmement critique puisque celle-là sort des radars. Et la population qui sort des radars... se retrouvent parfois dans les associations caritatives, mais je pense que là, on a une vraie question de cohésion sociale et de cohésion sociale qui se pose. On a vu aussi quand même, et c'est peut-être ça où ça s'est amélioré également, je ne sais pas, il y a eu quand même le transfert vers les communes notamment pour accompagner le choc digital. On voit bien, enfin je ne sais pas chez vous, mais il y a beaucoup de communes qui ont mis des assistants à la dématérialisation pour accompagner. Il y a aussi une adaptation des communes qui se sont dit on ne peut pas laisser nos habitants sur le carreau perdus devant, parce que quand même c'est compliqué, il faut avoir une imprimante, il faut scanner, enfin bon, c'est quand même, ça ne tombe pas sous le sens. Donc il y a aussi, je pense, alors je ne sais pas si ça peut se voir dans le cadre des évolutions, mais les communes ont consacré des ressources financières, des moyens humains à faire l'accompagnement soit par leurs propres agents, soit par des associations pour accompagner la digitalisation. Voilà. Et ce qui est une source, je pense, en tout cas, d'amélioration de la satisfaction aussi des usagers, puisque ça rassure, ça accompagne. Donc,
Je ne sais pas à quel moment c'est, voilà, si ça peut se mesurer sur les courbes. En tout cas, c'est un transfert très, très clair, un transfert de charges très clair sur les collectivités quand même. Voilà. Moi, sur la question du 52% des Français préfèrent réduire les impôts, même si cela diminue les prestations sociales. Ce chiffre, il interroge parce que je me demande en même temps s'il ne dit pas aussi qu'ils estiment que parfois, enfin, le sentiment que l'école, les classes surchargées ou le manque de profs, que l'accès à la santé est compliqué, que la police, on la voit de moins en moins, ne traduit pas déjà un renoncement, j'allais le dire, un renoncement à une qualité de service public. Et dans ce cas-là, leurs impôts, enfin voilà, ne traduit pas aussi un renoncement. Donc, bon. Et puis, évidemment, on parle de leurs impôts, réduire les impôts. Donc, on pense à ses impôts, à soi en général, et on regarde la réalité de son salaire et de sa retraite. Et vu la situation aussi des faibles retraites et salaires, ils se disent, on le fait pas. Mais ça pose aussi la question des ressources de nos concitoyens. Madame la rapporteure, C'est bon pour moi, merci beaucoup. pas d'autres questions? Je ferai simplement une petite remarque. Bon, c'est un baromètre. Après, on peut discuter, philosopher sur la façon dont fonctionne le baromètre, le thermomètre. Mais ça donne quand même une image qui nous permet de rentrer dans la matière de cette mission. Alors, il y a la remarque qu'a fait Hugues. Moi, j'ai quand même noté qu'il y a 77 d'un côté et 45 de l'autre. Et il y a 31 d'écart. Et c'est là-dessus qu'il faut, me semble-t-il, s'interroger. Et la troisième question que posait notre rapporteur, c'était l'opinion générale sur les services publics reste-t-elle plutôt, alors je ne dirais pas médiocre, mais faible. Et on s'aperçoit que quand on est l'usager, on a une autre réaction. Néanmoins, dans un fonctionnement d'un pays, et la perception de l'administration, ce n'est pas uniquement l'usager, c'est l'opinion publique. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on essaye de réfléchir. Petite remarque, c'est sur la gendarmerie et la police, je ferai attention de les distinguer parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes territoires. Et les territoires sont fondamentalement différents. Et je dirais même la formation, alors je ne suis peut-être pas neutre en tant qu'ancien chef d'escadron de gendarmerie, mais la formation n'est pas du tout la même. Voilà. Et parfois, ça crée des distorsions et on pourrait s'interroger sur le fait que la police nationale est en urbaine, dans des zones beaucoup plus tendues et en sous-nombre. Et donc, la satisfaction ne peut pas être la même, même si la gendarmerie a réduit ses effectifs. Voilà, je fais une petite remarque. Mais en tous les cas, je vous remercie, Monsieur Louvrier, et les deux personnes qui vous accompagnent, de votre éclairage, de votre travail. Et ça a suscité un certain nombre de réactions de la part de mes collègues, d'interrogations. Et il me semble qu'il y a un différentiel sur lequel il faut qu'on essaye de comprendre et de travailler. Merci beaucoup.